Bienvenue dans le premier épisode de cette nouvelle saison de 100% fermentation. Aujourd'hui, on reçoit Étienne et Stéphane pour nous parler d'un sujet passionnant, mais parfois méconnu, la fermentation. Ça date en fait de moins 14 000 que les premières traces de fabrication de pain se sont faites avant que l'homme soit sédentarisé. Un processus naturel, essentiel à notre alimentation, à notre santé, et aujourd'hui plus que jamais au cœur des enjeux nutritionnels, éthiques et environnementaux. La fermentation façonne notre quotidien et parfois sans que l'on en ait conscience. D'un point de vue gastronomie, la France est quand même à une expertise dans le monde de la fermentation avec le pain, le vin, le fromage. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, le premier producteur de levure au monde, c'est la France. Bienvenue dans le monde de l'infiniment petit avec le Safre Panification France. Bonjour Étienne, bonjour Stéphane. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour ce premier épisode de cette nouvelle saison de 100% fermentation. Alors avec vous, aujourd'hui, on va parler de ce sujet, la fermentation. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter pour qu'on vous connaisse mieux. Quel est votre rôle au sein de Le Safre ? Donc Stéphane Lacroix, je suis le directeur commercial de Le Safre Panification France. Et j'ai une autre casquette, je suis président de la chambre syndicale de la levure française. Très bien. Étienne ? Étienne Maillard, je travaille aux relations extérieures de la division baking de Le Safre. Alors, j'ai une première question, parce que c'est vrai qu'on connaît beaucoup ce mot, on l'emploie souvent, mais peut-être qu'on ne connaît pas exactement le phénomène qui se cache derrière. Concrètement, c'est quoi la fermentation ? Alors la fermentation, c'est la vie. Et comme aimait le dire Louis Pasteur, c'est la vie sans l'air. En fin de compte, c'est un processus métabolique où nous avons des micro-organismes, des levures, des bactéries, qui vont transformer des substances organiques, comme le sucre, l'amidon, avec leurs enzymes en d'autres composés. Donc ça peut être de l'alcool, ça peut être de l'acide, du gaz carbonique, ce qui nous intéresse pour faire lever le pain. Ça peut être des arômes, des vitamines, et tout ça en l'absence d'oxygène. Donc ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, en aérobie. Alors c'est vrai que c'est un sujet, je disais en introduction, qu'on ne maîtrise pas forcément tous. D'ailleurs, je pensais que la fermentation, c'était lié à la pourriture, parce que généralement, on dit quand un fruit est pourri, c'est qu'il a fermenté. Moi, ça m'intéresse de savoir, vous, en tant qu'expert, quelles sont les idées reçues que vous entendez le plus sur ce terme de fermentation ? Ce qu'on entend le plus, trop souvent, on nous dit que nous pouvons faire la fermentation sans levure. Ouais. La levure, c'est vital. L'être humain a besoin de la fermentation, a besoin des levures. Et aujourd'hui, il n'y a aucune fermentation qui existe sur notre terre sans présence de levure. Et je vais tuer un mythe par rapport à beaucoup de boulangers qui opposent, je dirais, les levains et les levures, alors qu'ils sont complètement complémentaires. Dans les levains, le groupe Le Safre, on a analysé des centaines sur toutes les régions du monde, et dans 100% des levains, nous retrouvons des levures. Et dans 70% des cas, d'ailleurs, nous retrouvons des Saccharomyces cerevisiae. Donc le levain, si un boulanger utilise un levain et fait lever sa pâte, c'est la levure qui est dans le levain qui fait fermenter sa pâte. C'est noté pour cette première idée reçue. Étienne, une autre idée reçue ? Eh bien, je reviens sur celle que vous venez d'exprimer. Ouais. En fait, la fermentation, c'est la moisissure, c'est la pourriture. Oui, quelque part. Alors, il faut savoir que le cycle de la vie est basé sur une dégradation, une transformation, une régénération. C'est un cycle. Et je dirais, dans les différents ferments ou modes de fermentation qui existent, il y a ceux qui vont être générés par des levures, ceux qui vont être générés par des moisissures, et effectivement, là, on arrive à la pourriture, et celles qui vont être générées par des bactéries. On va obtenir du yaourt, etc. Donc, c'est une des voies de fermentation. Ce n'est pas forcément celle que l'homme préfère. L'homme va beaucoup plus préférer l'exploitation des levures et des bactéries en vue de produire des boissons fermentées, du pain, des yaourts, du fromage, etc. Mais ça fait partie du cycle de la vie et c'est nécessaire. Si on parle de fermentation naturelle, ça veut dire qu'elle a toujours existé ? Est-ce qu'on sait à peu près, est-ce qu'on sait dater à peu près depuis quand ? Alors, c'est bien antérieur à l'apparition de l'homme. Je crois que quand on dit la fermentation, c'est le fruit de l'homme. Non, c'est le fruit de la nature d'abord. Je dirais bien avant l'apparition de l'homme, il y a des fruits qui naturellement étaient composés entre autres de sucre. Il y avait des micro-organismes, dont des levures ou des bactéries présentes dans l'air. Un fruit tombe, il va commencer à fermenter et pas toujours à moisir d'ailleurs. Et pour preuve anecdotique, on trouve aujourd'hui, à cette période-ci de l'année, des merles d'Amérique au niveau du Canada qui vont consommer quelques fruits
tombée est déjà un peu fermentée et on les voit avoir du mal à tirer droit et ça titube un peu sur les deux pattes. On a le même phénomène en fait en Guinée avec des chimpanzés aussi qui consomment de la sève de palmier fermenté. Donc l'utilisation de produits fermentés n'est pas non plus liée à l'homme. L'homme va simplement observer la nature et ensuite essayer de le reproduire et de le maîtriser. Et ça, c'est beaucoup plus récent, ça n'a que 200 ans. Ça fait que depuis 200 ans que l'homme maîtrise la fermentation. Les premières fermentations, en fait, et ça trouble beaucoup le système éducatif. On dit toujours, voilà, l'homme a été chasseur, cueilleur, dépendant des cycles de la nature, et s'est sédentarisé. C'est à partir du moment où il s'est sédentarisé que l'agriculture, l'élevage se sont développés, et les premiers métiers de l'artisanat, et on peut supposer les métiers d'utilisation de la fermentation. C'est tout à fait vrai. Souvent, on l'assimile aux Mésopotamiens ou aux Égyptiens parce que ce sont les premières formes d'écriture ou de dessin qui permettent de l'exprimer. On vient de découvrir assez récemment, en 2018, qu'en fait, on s'est trompé de 10 000 ans. Ça date en fait de moins 14 000 et c'est en Jordanie, au sud du croissant fertile en fait, que les premières traces de fabrication de pain se sont faites avant que l'homme soit sédentarisé. Donc c'est vraiment très ancien. Donc le reproduire, le dupliquer, par contre effectivement l'expliquer, le maîtriser, c'est beaucoup plus récent. Stéphane, tu peux peut-être nous éclairer sur le sujet ? Oui, c'est les travaux de Louis Pasteur, c'est fin 19e siècle, 1857 exactement, où Louis Pasteur, par ses travaux, démontre que la fermentation n'était pas une réaction miraculeuse, mais c'était scientifiquement explicable. Et c'est à partir de là que le processus biologique a été connu et a pu avancer. Maintenant, on a vu qu'elle a été maîtrisée par l'homme. Quels sont, oui, les intérêts et les bénéfices de la fermentation pour l'homme ? Il y a 3 principaux bénéfices, je pense, qu'on peut retirer en fait de la fermentation. Le premier, c'est la conservation des aliments, que ce soit du yaourt, une boisson fermentée, le pain, etc. L'objectif, c'est quand même de pouvoir le conserver dans le temps et d'éviter de se dénaturer très très rapidement après sa production ou sa cueillette. La deuxième chose, c'est la digestibilité. En fait, un produit fermenté est beaucoup plus digeste généralement que sa forme initiale, donc ça aide au niveau de son assimilation et du confort. Et la troisième raison, c'est les choses générées par la fermentation, qui sont souvent des composés aromatiques ou des acides, comme le mentionnait tout à l'heure Stéphane. Et justement, comment on explique ce retour à des produits fermentés comme le kimchi, le kombucha ? Je pense qu'il y a une notion de santé et de naturalité. Ce sont des produits dont on sait exactement comment ils ont été faits, ce qu'on a mis dedans, avec un minimum en fait d'additifs ou de produits externes. Donc je pense que c'est la première raison. La deuxième raison, on a besoin de se réapproprier son alimentation. Il y a un retour aux racines, au fait soi-même. Donc ça, c'est probablement une des grandes motivations et la deuxième motivation qui fait qu'on revient sur ces produits fermentés. Et puis ensuite, il y a une notion de digestibilité. On sait aujourd'hui qu'un produit fermenté est beaucoup plus digeste, tant dans son ingestion qu'ensuite dans sa transformation dans notre métabolisme, qui est aussi une grande fermentation d'ailleurs. Le microbiote est un appareil fermentaire exceptionnel. C'est vrai qu'il y a pas mal de tutos pour faire son kombucha soi-même. Tout à fait. Effectivement. Des tutos et des communautés aussi, des gens qui échangent entre eux des ferments, des conseils, etc. Alors on parle de fermentation naturelle, mais concrètement, où est-ce qu'on trouve ces ferments ? Le ferment autour, partout, sur les choses, sur vous, dans vous aussi. Vous avez des ferments en fait partout dans les micro-organismes. D'accord. Dans la famille des micro-organismes qui sont partout présents autour de nous, il y a une famille qui sont les bactéries, une autre qui sont les levures, mais on les retrouve un petit peu partout en fait. Tout le temps et partout. La seule chose, c'est que selon la période de l'année, notamment la température, l'humidité, etc., on ne va pas retrouver tout le temps les mêmes ferments ou les mêmes micro-organismes et dans une même concentration. Donc je pense qu'on en parlera, mais l'homme déteste l'incertitude, donc ce qu'il va essayer, en fait, c'est de maîtriser à la fois le ferment dont il a besoin et le régulariser le plus possible de façon à avoir tout le temps le même résultat en termes de goût, de texture, etc. C'est pour ça qu'il y a des ferments de culture. On cultive aujourd'hui des ferments. Tout à fait. Donc il y a des sélections qui sont faites par des experts, dont les levuriers font partie, où on sélectionne des souches. Pour la panification, généralement, c'est de la Saccharomyces cerevisiae. Et donc là, on va ensemencer, multiplier, donc c'est ce qu'on appelle la propagation. Puis après, on va les stabiliser pour pouvoir les transporter et les doser. Et donc là, on va obtenir de la levure, soit sous forme de levure pressée comme celle-ci, de la levure liquide ou des levures sèches. Ma question, ça allait être tout bêtement, pourquoi on achèterait des ferments alors qu'on peut les trouver dans la nature ? Exactement pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme déteste l'aléatoire ou l'incertain. Donc, il va essayer de maîtriser la nature. Et maîtriser la nature, ça veut dire, je vais devoir
en fonction de mon environnement, donc ma température, mon humidité, le substrat. On travaille avec du vivant quand même. Quand on travaille avec une farine, c'est un blé. Le blé, c'est du vivant. Quand on travaille avec un jus de fruits, c'est du vivant. Quand on travaille avec un lait, tous les laits ne sont pas identiques. Donc il faut que j'apprenne à m'affranchir des variations de la nature et de dire, bon ben voilà, je vais essayer d'avoir un ferment sélectionné qui s'adapte très bien à tel type de substrat, à tel type de produit fini, et pouvoir être sûr que ma vitesse de fermentation, les goûts générés, mes volumes seront répétables d'un jour sur l'autre, d'une fois sur l'autre, d'un lieu sur l'autre. Et en fait, notre métier de levurier, c'est justement, comme le disait Stéphane, par la sélection, la duplication et la stabilisation de micro-organismes qu'on a sélectionnés, de pouvoir les offrir aux boulangers qui, eux, pourront avoir une matière première qui leur permettra de beaucoup mieux contrôler leur environnement. Bon, alors maintenant, c'est quoi les secrets pour fabriquer une fermentation de qualité? Ça se rapproche beaucoup du point qu'on vient de voir avant. Il faut maîtriser ces incertitudes. Donc, j'ai des matières premières qui évoluent, qui ne sont pas tout le temps les mêmes. J'ai des conditions d'environnement, selon la période de l'année, il fait plus ou moins chaud, plus ou moins froid. J'ai de la chaleur, j'ai plutôt du froid, j'ai de l'humidité, je suis plutôt sur une ambiance sèche, etc. Et si je laisse faire les ferments naturels travailler, j'ai des grosses variations. Donc, en fait, le secret, ça va être de bien choisir sa matière première, avoir des farines et des blés qui soient relativement constants pour la fabrication du pain. Ça veut dire avoir un environnement de travail qui est assez constant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise des chambres de pousse qui vont réguler la température, l'humidité. Et ensuite, utiliser un ferment qui soit le plus régulier possible. Je peux en choisir le dosage ou la nature, mais je suis sûr du résultat que je vais obtenir. Donc en fait, c'est la maîtrise de la nature plus que subir des éléments naturellement variables au cours de l'année. Ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. Donc, du coup, il y a une ambiance, effectivement. On en parlait tout à l'heure avec l'humidité. Un ferment, ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs comme ça? La matière première. La matière première, selon que je vais utiliser tel blé, tel autre de telle région, selon les conditions climatiques, selon la façon dont je vais écraser ce blé et les moutures que je vais obtenir, selon que je laisse ou non le germe, selon que j'ai plus ou moins d'enzymes parce que je l'ai conservé dans des milieux plus ou moins humides. C'est la vie. On disait tout à l'heure, pas de fermentation, pas de vie, mais la vie autour de nous n'est pas un élément figé et complètement maîtrisé. Il faut savoir s'y adapter. C'est c'est le métier d'artisan en fait. Stéphane, pour compléter, je crois que tout est dit. Tout est dit. Bon, alors, on entend que la France est un des leaders dans la fermentation. Qu'est-ce qui expliquerait le savoir-faire français dans ce domaine? D'un point de vue gastronomie, la France est quand même à une expertise dans le monde de la fermentation, avec le pain, le vin, le fromage, la bière, la charcuterie. Tous ces produits fermentés ont fait, je dirais, la notoriété des produits fermentés français. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, le premier producteur de levure au monde, c'est la France. Tous les acteurs, je dirais, dans le monde des micro-organismes sont vraiment présents en France. Étienne, pour compléter? Non, c'est curieux. Historiquement, je pense que les premières traces de fermentation, c'est en Jordanie, il y a 14 000 ans. Les premières explications sur la fermentation, c'est plutôt la vieille Europe, et notamment les pays du Nord. On va retrouver l'Allemagne, le Danemark, la Hollande, beaucoup, des Suédois, qui ont beaucoup travaillé sur le sujet. Mais la France n'est pas en dépourvu. On a eu des gens comme Lavoisier qui ont expliqué la transformation des sucres. On a eu des gens comme Payen qui ont travaillé sur la diastase, donc les enzymes et leur rôle. On a évidemment Pasteur, Louis Pasteur, qui a non pas découvert la fermentation, mais mis en évidence et expliqué le rôle des levures dans la fermentation. Et puis enfin, on a le Safre quand même. On fait partie des gens qui aujourd'hui travaillons encore beaucoup sur la compréhension, la sélection, la multiplication. Au moins autant de pages blanches à remplir qu'il n'y a de pages sur l'explication du passé et de la fermentation. Justement, j'ai une question un peu plus personnelle entre vous deux et votre groupe, donc le Safre. Si vous deviez être un produit de fermentation du groupe Le Safre, lequel seriez-vous? Ça m'intéresse. Stéphane. Alors, moi, j'aurais deux produits. Alors, pourquoi deux produits? Parce qu'on a répondu à des demandes, je dirais, de technologie boulangère du passé. D'accord. Alors je m'explique, la 1895, l'Hirondelle 1895, qui est ici, c'est une levure en fin de compte qui a été sélectionnée pour aider le boulanger à faire de la pousse en bac. L'artisan français aujourd'hui, 50% du pain fait à l'artisanat, c'est du pain de tradition française. Donc du pain avec des longues fermentations, avec des pousses en bac, avec des problématiques que rencontrait le boulanger avec des bacs qui débordaient. La levure 1895, c'est une souche qui a été... on a été rechercher une souche du passé, on l'a mis au goût du jour, et ça permet au boulanger de produire du pain avec des cinétiques de dégagement gazeux qui lui conviennent
et qui poussent beaucoup plus au four et qui permettent d'avoir des baguettes de tradition française qui tiennent la route. Et le deuxième produit, c'est crème de levain. Le Saffre a mis au point un levain breveté. C'est un levain qui est conforme à l'article 4 du décret Pin, c'est qu'on est arrivé à produire des quantités d'acide assez incroyables. Mais surtout, c'est qu'on a fait un produit qui est prêt à l'emploi pour le boulanger et surtout avec des longues durées de vie du produit, ce que cherchait le boulanger, quoi. Étienne ? Ce que j'aime retenir, moi, c'est une levure qu'on appelle la levure pour pâte sucrée, qu'on appelle aussi l'Osmo ou la Gold ou l'Or en France. Parce que ça représente bien en fait la façon dont on travaille chez nous, c'est-à-dire ça part au départ d'une observation du marché. L'observation du marché, c'est qu'il apparaissait de plus en plus de produits de type viennoiserie, brioche, etc., ou laminés ou non laminés, qui avaient des teneurs en sucre qui étaient très hautes et la levure n'appréciait pas beaucoup en fait ces hautes teneurs en sucre. La deuxième, c'est qu'il a fallu aller voir la recherche et leur dire est-ce que vous pourriez nous proposer quelque chose qui évite ou d'en mettre beaucoup et au risque d'avoir un arrière-goût de levure ou d'avoir des process extrêmement longs, ce qui est très contraignant pour les boulangers. Et les chercheurs sont allés dans notre souchothèque en fait, sélectionner ce qu'ils pensaient être les meilleurs candidats. La deuxième phase a été de savoir les dupliquer, c'est-à-dire les reproduire, parce que trouver la souche c'est formidable, mais si on ne peut pas la dupliquer, on ne peut pas la mettre sur le marché et la mettre à disposition de nos clients boulangers. Et puis ensuite, ça a été de l'accompagner sur le marché, parce que pour un boulanger, la levure, il y en existe une, alors qu'en fait, il y a des levures différentes, et l'Osmo a été une des premières distinctes qui nous a permis en fait mieux adapter un produit pour le marché. Donc c'est un beau travail d'équipe, et c'est une belle aventure à laquelle j'ai un peu participé, mais j'ai surtout observé, et donc je suis content du résultat. Autre question personnelle. On va admettre que je n'ai jamais goûté de produits fermentés. Une question pour vous deux. Lequel des produits fermentés vous aimeriez me faire découvrir ? Pour moi, sans aucun doute, c'est la baguette de tradition française. Pourquoi ? Je disais tout à l'heure qu'elle représentait 50% du pain fabriqué par l'artisan en France aujourd'hui. Mais aussi parce que la baguette de tradition française est rentrée depuis novembre 2022 au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et voilà, c'est quand même le reflet de la gastronomie française et nous sommes très fiers d'avoir eu cette récompense. Stéphane veut me faire goûter la tradition. Étienne ? Alors moi, je vous l'accompagne d'un vin qu'on appelle du Gewürztraminer Vendange Tardive. Formidable. Ça vous fait voyager sans les vapeurs d'alcool. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ça travaille plus pour notre autre division, qui est la division fermentation chez nous, des produits de bouche, des alcools de bouche. Un Gewürztraminer, une baguette de tradition et un petit morceau de roquefort. C'est ça la vie. Bon, merci. On passe à table. Non, juste avant, il nous reste des questions. Si d'ailleurs on devait retenir qu'un seul enseignement sur la fermentation, pour vous, ce serait quoi ? Darwin disait que les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais c'est surtout les espèces qui s'adaptent le mieux au changement. Donc c'est vrai pour les hommes, pour les animaux, mais c'est aussi vrai pour les levures. Et aujourd'hui, notre mission, c'est de pouvoir les aider à mieux servir l'homme et puis son environnement. L'humilité. Je pense que la nature nous a confié à la fois des substrats, des ferments. L'homme a développé dessus un savoir-faire, mais on reste les humbles ouvriers de ce que la nature nous a confié et on n'en est que détenteurs. Et je pense que l'humilité doit primer sur ce genre de choses, d'autant qu'il y a beaucoup plus de pages encore à écrire sur la fermentation, sa connaissance, sa maîtrise et les produits qu'on peut transformer pour des nouvelles applications, des nouveaux bénéfices escomptés, etc. Donc, l'humilité. Bon, pour conclure cet épisode, j'aimerais qu'on prenne un petit peu de hauteur. Pour vous, ce serait quoi la fermentation du futur ? C'est nourrir et protéger la planète. C'est d'ailleurs la tagline du groupe Le Saffre. Il y a beaucoup de choses qui se dessinent aujourd'hui, qui sont travaillées. Les levures sont des eucaryotes unicellulaires avec des capacités multiples. Et donc, pour en citer quelques-unes, mais la nutrition et santé humaine, donc je dirais le rôle des levures dans le microbiote, c'est aussi les levures sont très riches en protéines. La transition agricole, donc les biofongicides, les biostimulations sont déjà des choses qui existent. On a aussi le traitement des eaux résiduaires, le traitement des stations d'épuration. Il y a d'énormes travaux qui sont faits avec des levures gloutonnes, donc qui permettraient de régulariser, de réguler, je dirais, tous ces problèmes de rejet. On a aussi la bioénergie. Aujourd'hui, on sait déjà produire du bioéthanol pour mettre dans les réservoirs d'essence
à partir de fermentation de sucre. Et puis on peut même citer, pour aller plus loin, même les bioplastiques. Aujourd'hui, on sait faire par fermentation des biopolymères qui permettent d'obtenir des plastiques qui peuvent se dégrader dans le temps. Bon, parfait. Merci beaucoup en tout cas Stéphane et Étienne pour cette introduction, ce premier épisode de cette nouvelle saison de 100% fermentation. Merci beaucoup. Merci.